Eh bien, bonjour à tous les participants du jour. Bonjour et merci d'être présents pour ce nouveau webinaire RH aujourd'hui dédié aux congés payés. On va balayer ensemble les 10 bonnes questions à se poser dans le cadre de cette thématique congés payés. Juste pour commencer, je me présente, je suis Aurélien Fu, je suis responsable du marketing et de la communication pour le groupe Infragest, dont font partie les sociétés Ma Solution Paye et RH. Et aujourd'hui, nous sommes avec France. France, je te laisse te présenter. Oui, bonjour mesdames, messieurs. Je suis Franz Duboissé, donc le consultant RH, ancien des RH dans différents secteurs comme le service commerce, le BTP ou autres. Et donc avec l'équipe de MSP RH, j'assure la hotline sociale associée ou non d'ailleurs à notre offre paye pour les entreprises cherchant soutien et accompagnement dans leurs décisions concernant la gestion des ressources humaines. Donc aujourd'hui, nous allons nous interroger sur les congés payés, leur acquisition, la prise et le report des congés non pris. Donc quelques questions à se poser, dont, hop, je passe à J'en l'image. profite juste pour dire du coup que nous ouvrirons les micros en fin de session pour les éventuelles questions qui se poseraient. Donc vous aurez tout le loisir de poser vos questions. Vous pourrez aussi utiliser le chat si nécessaire. Il n'y a pas de souci. Et on commence par la première question qui porte sur les jours ouvrables, jours ouvrés. Si France, tu pouvais faire la distinction entre ces deux notions. Alors effectivement, on utilise couramment vraiment dans le courant, dans le langage courant, les mots de jour ouvrable, jour ouvré. On va essayer de définir très rapidement ce qu'est un jour ouvrable et un jour ouvré. Sachant que le jour ouvrable, c'est le calcul légal. Ce décompte, c'est comme ça que la loi dit ce que l'on doit faire. Par contre, il existe aussi un décompte en jour ouvré si celui-ci est autorisé par un accord d'entreprise ou un accord conventionnel. Cela veut dire donc qu'il faut vérifier dans votre convention collective si vous avez droit ou pas d'utiliser les jours ouvrés dans votre entreprise. Alors, qu'est-ce qu'un jour ouvrable? Un jour ouvrable, c'est tous les jours, chaque jour autre que le dimanche et le jour férié. C'est-à-dire que c'est un jour au cours duquel mon employeur peut me demander de travailler. Il est donc travaillable. Cela veut dire que, par voie de conséquence, que si je fais travailler le personnel de mon entreprise un jour férié, ce qui peut être commun selon les secteurs, type commerce ou autre. Ce jour est alors ouvrable pour ceux qui sont en congé ce jour-là. Parce ce n'est pas le système de la double peine, quoi. Je ne travaille pas le jour férié parce que j'ai posé mes congés, et en plus on me le décompte pas parce que c'est un jour férié. Non, j'ai posé mes congés dans lequel il y avait un jour férié. Ce jour férié est travaillé dans mon entreprise, donc il est décompté comme un jour travaillable. Le jour ouvré, lui, c'est le jour, tous les jours, autres que le dimanche, le jour férié dans les mêmes conditions que nous avons vues précédemment, et le jour de repos habituel du salarié. Alors attention, il peut y avoir quelques problèmes de décompte le jour où vous faites des plannings tournants pour les salariés. Évidemment, ça chagrine et ça complique un petit peu l'affaire. Donc, si votre entreprise a choisi la seconde méthode, c'est-à-dire les jours ouvrés, de toute façon, vous devrez vérifier que la première méthode ne soit pas plus favorable aux salariés. Ça, c'est un principe commun dans le droit social, c'est que on utilise toujours la méthode la plus favorable pour le salarié. Alors, autre question. Après, est-ce que Allô, tu peux nous allô. dire, ouais, est-ce que tu peux nous dire quelle est la méthode de calcul pour l'acquisition des jours de congé? Alors, on acquiert des congés quand on travaille, évidemment. Alors, comment ça se calcule? Tout d'abord, la période de référence pour ce calcul, c'est du 1er juin au 31 mai de l'année suivante. Cette période peut être modifiée, là aussi, soit par un accord d'entreprise ou
un accord conventionnel. Donc, tu peux nous le mettre à l'écran. Pardon? Tu peux nous le mettre à l'écran, s'il te plaît. Ah oui, pardon, tiens, c'est une bonne idée ça. Excusez-moi. Hop, hop. Parfait, merci. Donc, du 1er au 31 mai. Donc, cette période ne peut être modifiée, donc, ce que je disais, par accord d'entreprise ou conventionnel. Donc, pour cette méthode, il faut avoir en mémoire le système des paquets de 4 semaines de travail effectués. Ces paquets de 4 semaines sont continus ou non continus, évidemment. Et donc, à chaque fois que le salarié travaille 4 semaines, il va gagner 2 jours et demi ouvrables de CP à chaque fois qu'il va réunir ces 4 semaines. Donc, chose extraordinaire, sachant qu'il y a 52 semaines dans l'année, et si on divise par 4 semaines, cela fait 13 paquets. Soit, un rapide calcul nous fait dire que nous allons pouvoir gagner 32,5 jours de CP. Sauf que la loi a plafonné cette affaire à 30 jours. Et donc, nous ne pourrons pas gagner plus de 30 jours par an de CP. Aussi, alors évidemment, la conséquence de cette affaire se retrouve évidemment avec le système de la maladie. Est-ce que cette maladie va réduire les congés de mon salarié? Oui, vu comme ça, oui. Puisque la maladie ou d'autres absences non génératrices de CP, il y en a quelques-unes, pas énormément, sur l'acquisition des congés payés. Donc, pendant mon absence maladie, autre que l'accident de travail, de trajet, la maladie professionnelle, évidemment, moi, salarié, je n'acquiers pas de vacances, pas de CP. Mais, évidemment, comme potentiellement, on a vu que je pouvais acquérir 32 jours et demi de CP, la période de maladie aura donc des effets uniquement au-delà de la 4e semaine et 1 jour de maladie. La 4e semaine et 1 jour de maladie, je perdrai 2 jours et demi de CP. À 3 semaines, je perds aucun CP. La notion de temps ici est une notion non continue, hein, je répète. Et pour retrouver cette notion de paquet dans l'année, il faut accumuler les jours travaillés à raison de 20 jours si le salarié travaille sur 5 jours par semaine, 22 jours s'il travaille sur 5 jours et demi par semaine, c'est-à-dire soit samedi matin ou autre, et 24 jours s'il travaille sur 6 jours. Donc, là aussi, ça a peut-être des conséquences. Est-ce que l'activité réduit les congés? Alors, il y a des années que l'on ne s'est pas posé cette question-là pour la plupart, sauf que la pandémie fait qu'on va se poser cette question-là. Pendant cette période que nous traversons, et si vous avez mis vos salariés ou certains salariés en activité réduite, ceux-ci ont accumulé des congés payés. Alors, évidemment, la conséquence directe, c'est que ça va entraîner de très grandes difficultés de prise de CP. Parce que, en fait, pourquoi prendre des CP alors que vous êtes en activité réduite, hormis le différentiel financier, évidemment, qui existe entre le paiement de ces deux périodes. Cette difficulté étant amplifiée par la notion de confinement, parce que aller prendre des CP pour rester à la maison, bon, c'est sympa, mais ça manque de fun, et ça n'appelle donc pas à prendre 2 jours de CP. Néanmoins, le 31 mai arrive et les compteurs sont peut-être encore bien garnis. Donc, il faudra bien établir cette affaire-là. Là, je me suis allé un peu loin pour le faire. Donc, quel est le rôle de mes représentants du personnel dans cette affaire de congés payés?
Alors pour cet événement particulièrement important dans mon entreprise, le travail de concertation, d'information et de consultation de vos IRP, c'est-à-dire les représentants des institutions de représentation du personnel, est essentiel. En effet, parce que vous allez respecter des rendez-vous, vous aurez toute la maîtrise de votre pouvoir d'organisation et de décision, puisque les décisions seront couvertes par l'officialisation de votre décision par ces fameux IRP, donc le CES. Aussi, à l'occasion de la réunion de février de l'année, alors évidemment, vous allez me dire, on arrive un peu tard, là, on est en mai, mais bon, a priori, vous l'avez peut-être fait. À l'occasion de la réunion de février, vous devez aborder la définition de la période de prise de congé. Bon, c'est une période qui est classique. Elle a d'intérêt, cette consultation, que si vous dérogez à la fameuse période mai-octobre. Et surtout, vous devez aborder la prise de congé. Il est vrai qu'en février, le temps des vacances est loin, très très loin, mais cela peut éviter des discussions chronophages. Réellement, si vous commencez correctement votre rétro-planning en février à la discussion auprès de votre CES, votre comité social et économique, CSE, pardon, vous aurez beaucoup moins de difficultés pour gérer vos CP. Cette réunion, vous rappelez et vous arrêtez la période de prise de congés principaux, qui est du 1er mai au 30 octobre légalement. Ne négligez pas cette étape parce qu'elle peut vous permettre de décaler les dates des congés de certains de vos salariés plus tard. Lors de la réunion de mars, vous consultez à nouveau vos IRP pour définir les critères de départ en congé. Il y a les critères légaux, ça on les connaît, c'est la situation de famille, l'ancienneté et les employeurs multiples. Ceux-là sont prioritaires, mais il y a aussi tous ceux que vous souhaitez imposer, comme par exemple, allons à l'extrême, la fermeture annuelle de l'établissement, avec par exemple la présence au minimum de certains services, comme l'entretien, la maintenance ou autre, ou alors l'obligation de chevauchement dans les services, c'est-à-dire vous ne voulez pas qu'il y ait moins de X personnes par service ou qu'il y ait des semaines 100 personnes dans le service ou des semaines où il n'y a pas de recoupement des informations entre les personnes du service. Ces critères vous permettront de départager les départs simultanés et gérer ainsi les forces en présence pendant toute cette période de juillet-août. Elle est importante. Vraiment, la réunion de mars est extrêmement importante parce que c'est vous qui définissez ce que vous attendez de vos salariés. Enfin, parce que vous avez imposé par note de service, par tous des messages sur la messagerie de l'entreprise, sur votre ça y est, j'ai perdu le mot, sur votre système informatique centralisé pour les salariés, vous avez dit il faudra déposer les demandes de CP avant fin avril. Parce que, pourquoi fin avril? Et encore début avril, ce ne serait pas plus mal. Pourquoi cette date-là est si proche? Parce que, vous le savez, on ne peut pas modifier les dates de CP d'une personne moins d'un mois avant son départ. Donc, si on a dit que les dates de départ étaient du 1er mai au 31 octobre, si quelqu'un décide le 1er mai de déposer des CP, eh ben vous serez bien embêté pour pouvoir les refuser. Voilà pourquoi on fait tout ce travail préparatoire avant. Donc, dans ce cas-là, qui décide des dates de congé? Parce que vous avez respecté toutes vos obligations avant. Tout ce rétro-planning que l'on vient d'aborder. Nous pouvons affirmer aujourd'hui que le salarié n'établit qu'une demande de départ en congé. C'est une demande.
C'est tout ce que c'est pas un départ, c'est pas une autorisation, c'est pas voilà, je vais en congé de telle date à telle date. Je demande à partir de telle date à telle date. Ce document que vous faites remplir doit bien signaler que le salarié fait une simple demande d'absence et que seul l'employeur peut déterminer les dates d'absence pour les congés payés. C'est important, vraiment c'est important, soyez clairs. Dans le social, c'est toujours comme ça, il y a des règles du jeu, mais il faut que chacun les connaisse avant que le jeu commence. Parce que seul l'employeur donc décide dans ce domaine. Si des dates ne vous conviennent pas, parce que c'est pas la bonne date, parce que le salarié souhaite partir au milieu de semaine et vous, ça vous arrange absolument pas, ou il part trop longtemps, ou n'importe. Vous êtes en mesure de les modifier. C'est ce que l'on appelle votre pouvoir d'organisation. Ce pouvoir a une limite, évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, ne pas modifier les dates moins d'un mois avant le départ accepté de congés payés. Cette limite, évidemment, elle est pondérée par les circonstances exceptionnelles, patata, mais comme ces fameuses circonstances ne sont pas établies ni définies par la loi, et que c'est le seul juge qui peut départager l'employeur et le salarié en cas de conflit, pas besoin de vous dire que soit les vacances sont passées, soit vous avez mis brin dans votre entreprise, et là, vous n'êtes pas, ça va pas être bon pour le reste de l'année. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, et que nous sommes dans des domaines particulièrement sensibles, nous vous invitons à établir toutes les démarches par écrit, datées et signées. Réellement, soyez extrêmement vigilants sur cette affaire. Il n'y a que ça, parce que après, vous aurez une problématique de notion de preuve. Vous l'avez dit, vous l'avez pas dit. Si, je l'ai dit, mais non, vous l'avez pas dit, monsieur le patron. J'ai pas entendu, j'ai pas vu. Il y avait 50 notes d'affichés, mais je les ai pas vues. Donc, faites le plus possible dans cette démarche de congé payé. Faites le plus possible d'écrits signés, datés. Alors, une fois que tout s'est presque bien passé, comment va-t-on décompter les jours de congé? Le principe, il est simple. Il est extrêmement simple. On acquiert des jours de congé, on en dispose, et maintenant, bon, faut vérifier si c'est bon nombre qu'on a pris quand même. Donc, le principe est simple. Vous devez compter chaque jour d'absence du premier jour qui aurait dû être travaillé à la veille de la reprise du travail. Vous prenez pas plus le chou que ça, c'est le premier jour qui doit être travaillé et jusqu'à la veille de la reprise. Et je compte les nombres. À ce chiffre, évidemment, vous allez soustraire les dimanches et les jours fériés dans l'entreprise. Et vous aurez ainsi votre nombre de jours de congé pris par la personne. Mais vous allez me dire, mon salarié, évidemment, il est à temps partiel, et là, c'est pas sympa parce que il travaille pas comme les autres. Mais le principe vaut aussi pour ces salariés à temps partiel. Puisqu'ils font de l'acquisition de CP comme les temps pleins, ils sont comptabilisés, ils sont décomptés comme un temps plein. C'est extrêmement simple. Là aussi, si je gagne d'une manière, je peux les utiliser de la même manière. Donc, prenons l'exemple d'un salarié. Qui travaille les mardis, mercredis et jeudis. C'est des jours complets ou non, d'ailleurs, ça n'a aucune importance. Donc, la personne décide de partir en congé 3 jours et les fameux 3 jours qu'elle travaille, évidemment. Donc, son décompte, il va être simple. Il va être du premier jour qu'elle aurait dû travailler, c'est-à-dire le mardi, jusqu'à la veille de la reprise, c'est-à-dire le lundi, puisqu'elle travaille le mardi. Et là, on va décompter chaque jour, soit 7 jours calendaires moins le dimanche,
il fera 6 jours de CP pris. Si par le jeu des fractionnements de CP, il parvient à englober 6 dimanches, le 6e dimanche sera lui décompté comme un jour de CP. C'est-à-dire que cette limite des jours calendaires moins le dimanche moins le jour férié, le dimanche, il ne peut pas y avoir plus de 5 dimanches pris dans une même année. J'espère que je me suis bien fait comprendre là, parce que c'est pas plus évident que ça. Est-ce qu'il existe un jour minimum de congé à prendre? Oui, classiquement, chaque salarié a droit à 12 jours ouvrables de CP en continu, placés entre 2 dimanches, soit 2 semaines complètes, dit autrement, au minimum. Alors attention, si minimum il y a maximum aussi. Il ne peut pas prendre plus de 24 jours de CP pendant la période de mai à octobre. La 5e semaine doit être obligatoirement déconnectée de ces 4 semaines de congé. Alors évidemment, il y a toujours, dans le social, il y a toujours des exceptions. Ces exceptions concernent les personnes outre-marins, les personnes vivant dont la famille est à l'étranger et qui ne vont pas faire plus d'aller-retour qu'une fois par an. Et donc là, ils ont le droit de regrouper les 5 semaines et autres jours. Ainsi, si un salarié veut prendre moins de 24 jours, et là, c'est là où commencent les embêtements, s'il veut prendre moins de 24 jours, il a droit au bénéfice des jours supplémentaires, dits les jours de fractionnement. Alors, ces jours de fractionnement, ils sont de 2 jours ouvrables de congés supplémentaires, lorsque le nombre de congés pris en dehors de la période, donc de mai à octobre, est au moins égal à 6, et un seul si le nombre est compris entre 3 et 5 jours. Encore faut-il que ce soit l'employeur qui le demande. C'est une notion extrêmement importante, celle-ci. Parce que ça vous permet, de refuser. Non, je ne veux pas que tu prennes moins de 24 jours entre le mai et octobre. Donc, tu te débrouilles comme tu veux, mais tu prends tes 24 jours. De toute façon, si tu ne les prends pas, j'informe tout de suite qu'il n'y aura pas droit au fractionnement. C'est une loi qui date énormément, évidemment, mais qui avait cours il y a pas mal d'années, quelques décennies, et qui a de moins en moins cours parce que il y a plus de vacances, il y a plus de sessions de vacances, celles février, Pâques, tout ça. Et du coup, le fractionnement se fait plus naturellement qu'il se faisait avant. Puisqu'avant, dans les années 60, tout le monde partait au mois d'août. C'est important. Donc, c'est important de dire, là aussi, la règle du jeu. C'est si c'est pas moi qui vous demande de fractionner vos congés, vous n'aurez pas le droit aux congés supplémentaires dits de fractionnement. Alors, cette règle, il faut que vous la signifiez avant le dépôt des dates. Et il faut évidemment, vous avez tout intérêt à la rappeler au moment de la remise de l'autorisation. Donc, je vous invite à faire à la fois des notes, des informations, et sur votre formulaire de prise de demande de CP, de rajouter cette condition qui est de dire, si ce n'est pas moi qui t'oblige à fractionner, tu n'as pas le droit au fractionnement. Vraiment, c'est excessivement important. Cette précaution, elle aura de l'intérêt pour éviter la prise de congé et de fractionnement automatique. Quel impact de la maladie sur les congés payés, mais là, pendant les congés payés ou avant les congés payés? Alors, que se passe-t-il si mon salarié tombe malade entre l'autorisation d'absence et le départ en congé ou pendant le départ en congé? Donc, s'il est en arrêt maladie pendant son congé, cette maladie est sans effet sur le décompte des CP.
D'autant plus, et ça je l'ai connu moi sur des chantiers bien particuliers, j'avais tout mon chantier qui partait en congé et le lendemain je recevais un arrêt de maladie. Alors c'était pas pour avoir des congés supplémentaires, c'était juste pour avoir les IJSS en plus du congé payé. Mais ça, c'est autre chose. Par contre, s'il est malade entre l'autorisation d'absence, c'est-à-dire j'ai signé votre autorisation, j'ai donné l'autorisation de CP de telle date à telle date, mais avant le départ en congé, il tombe malade, les congés sont reportés. Il ne perd pas le bénéfice de ces congés. Alors, dans ce cas-là, vous devez tout mettre en œuvre, absolument tout mettre en œuvre pour que ces congés soient pris pendant la période définie. Et c'est pour ça que nous vous incitons à établir toutes les notes possibles de rappel échelonnées pendant toute la période. Cette précaution vous permettra de déclarer perdus les jours de congés non pris au 31 mai de l'année. Cette précaution est inutile pour des congés maladie puisqu'ils sont le report des congés des CP, pas de maladie, pardon, des congés maternité sont automatiques et doivent être accordés automatiquement. Mais plus vous serez strict dans votre processus d'établissement des dates de départ en congé, le dépôt des congés, l'information sur attention, il vous reste X jours à prendre avant le temps, vous pourrez, plus vous aurez fait ça, plus vous aurez de facilité à dire le 31 mai, ben écoute mon loulou, tu as fait tout le temps de prendre tes congés avant le 31 mai, tu les as pas pris, tu les as perdus. Évidemment, c'est pas une décision facile, je vous l'accorde totalement. C'est une décision qui peut emmener certaines rancœurs, comment dire, certaines tensions entre l'employeur et le salarié. Mais ça reste que le report d'une année sur l'autre, c'est du report futur de l'autre année sur l'autre année. Si le gars n'a pas pu prendre ses congés, sauf s'il a une raison X ou Y extrêmement valable, s'il n'a pas pu prendre ses congés sur l'année et qu'il est obligé d'en reporter sur l'année suivante, sachez que l'année suivante, il ne pourra pas non plus prendre ses congés qu'il n'a pas pu prendre l'année suivante, plus ses congés acquis. C'est ça c'est toujours vérifié. Voilà brièvement ce qu'on pouvait dire sur SCP aujourd'hui. Notre prochain rendez-vous aura lieu le 8 juin, notre prochain rendez-vous mensuel. Cette fois-ci, nous poserons quelques questions sur comment sanctionner un salarié en minimisant les risques de poursuite au-delà de la sanction. Donc, nous essayerons de balayer l'ensemble en très peu de temps, mais parce que c'est quand même un sujet assez vaste. Mais il y a les précautions à prendre et surtout les procédures à respecter.